Une fois n'est pas coutume, on va commencer notre petit tour d'horizon par l'Asie mineure. À la veille de la 7e croisade, la première de Saint-Louis, la Terre Sainte et ses alentours sont répartis entre différentes entités. Le royaume d'Arménie, le reste des États latins d'Orient sur la côte, le sultanat seldjoukide de Roum au nord et le sultanat ayoubide qui occupe la Syrie et l'Égypte. À l'est, autour de Bagdad, se trouvent les terres du califat abbasside, dont le souverain, le calife, est le chef spirituel des musulmans de cette partie du monde. Le sultanat ayoubide est miné par les querelles familiales et les révolutions de palais, les sultans ne tenant leur pouvoir que des mains des Mamelouks, qui constituent le corps d'armée le plus redoutable du sultanat. L'arrivée de la 7e croisade est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Auréolés par leur victoire face à Saint-Louis lors de la bataille de Fariskour, les Mamelouks déposent le sultan Turan Shah en 1250 et l'assassinent, donnant naissance au sultanat mamelouk. Ce nouveau venu se lance alors à l'assaut du reste de l'empire ayoubide, bien décidé à le conquérir en entier. C'est alors que les Mongols débarquent dans le pays. Ils vassalisent le sultanat de Roum et en 1258, ils prennent Bagdad, exécutent le calife et détruisent le califat abbasside. En 1260, ils s'emparent d'Alep et de Damas et s'ancrent en Terre Sainte. Se joue alors un bras de fer pour le contrôle de la région entre les Mongols et les Mamelouks. Ils battent les Mongols à Ayajalout, à Elibstan et à Homs et les chassent de Terre Sainte. Parallèlement, ils en profitent et balayent les dernières forteresses croisées. Les ports majeurs de Jaffa et Césarée sont repris et Antioche est envahie. L'imprenable Krak des Chevaliers tombe en 1271 et la ville de Tars se rend en 1275, rayant le royaume arménien de Cilicie de la carte. Les Mongols ont été stoppés et les États latins sont réduits aux villes de Tyr, Tripoli et Saint-Jean d'Acre. Maître de l'ancien empire ayoubide, le sultanat mamelouk triomphe. Et puis, concernant l'empire byzantin, on se souvient qu'il avait été démembré à la suite de la 4e croisade. Les Latins se sont partagés les terres et contrôlent le duché d'Athènes, la principauté d'Achaïe, ainsi que l'empire latin de Constantinople, tandis que les Grecs se sont réfugiés dans le despotat d'Épire, l'empire de Trébizonde et l'empire de Nicée. Tous ces territoires ont pour voisins le sultanat de Roum, vassalisé par les Mongols, le royaume de Serbie, le royaume de Hongrie et l'empire bulgare. En 1258, Michel Paléologue, un puissant noble grec, usurpe le trône de l'empire de Nicée et il parvient, en 1261, à reprendre Constantinople. L'empire latin de Constantinople est alors dissous et l'empire byzantin retrouve sa capitale. Durant le règne de Saint-Louis, Cordoue, Valence ou encore Séville sont tombés aux mains des royaumes ibériques. En 1266, la conquête de Murcie achève cette période de conquête effrénée. Le royaume de Grenade est le dernier survivant des territoires musulmans et il a en face de lui les 4 puissants royaumes chrétiens qui se sont renforcés au fil des conquêtes: la Navarre, l'Aragon, la Castille et le Portugal. Il nous reste alors à couvrir les dernières péripéties de la lutte que l'on avait évoquée la dernière fois, le conflit entre le pape et l'empereur. En 1250, l'empereur Frédéric II meurt et les princes de l'Empire sont incapables de se mettre d'accord pour élire un successeur. C'est le début du Grand Interrègne, une période de 23 ans durant laquelle le trône impérial reste vacant. Son fils, Conrad, doit se battre bec et ongle pour tenter de s'imposer, mais il meurt en 1254 durant ses conquêtes. Alors, le pape décide d'abattre définitivement la dynastie des Hohenstaufen, en la personne de Conradin et de Manfred, respectivement le fils et le demi-frère de Conrad, qui détiennent entre autres le duché de Souabe et le royaume de Sicile. Pour cela, il fait appel à Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis, qui débarque en Italie. Manfred trouve la mort face à lui durant la bataille de Bénévent, et Conradin, défait à Tagliacozzo, est capturé puis exécuté. Les Hohenstaufen sont anéantis, le Saint-Empire est plongé dans le chaos de l'interrègne, la papauté triomphe
et Charles d'Anjou récupère le royaume de Sicile pour ses bons et loyaux services. Charles Ier de Sicile est alors à la tête d'un vaste territoire composé des comtés d'Anjou et du Maine, des comtés de Provence et de Forcalquier, de la Sardaigne et du royaume de Sicile. Viennent alors les fêtes de Pâques de 1282, durant lesquelles les Siciliens se soulèvent et massacrent les troupes ainsi que l'administration française de l'île. Ce sont les fameuses vêpres siciliennes, dont on voit le spectre dans les noces pourpres de la saga Le Trône de Fer. Les Siciliens appellent le roi Pierre III d'Aragon qui s'empare de l'île. Le royaume de Sicile se scinde alors en deux, le royaume de Naples, toujours aux mains de Charles d'Anjou, et le royaume de Sicile, passé au pouvoir du roi d'Aragon. La Sardaigne, quant à elle, est conquise par Gênes en 1284. Philippe est le deuxième fils de Louis IX et de Marguerite de Provence. Héritier du trône, il fait partie de la 8e croisade menée contre l'émir de Tunis. Il est proclamé roi de France devant les murs de la ville à la mort de Louis IX et il laisse son oncle Charles d'Anjou traiter avec l'émir. Rentré en France, il est sacré à Reims en 1271. Il se marie une première fois en 1262 avec Isabelle d'Aragon, avec qui il a 4 enfants, Louis, Philippe, Robert et Charles. La reine meurt en 1271 et Philippe se remarie en 1274 avec Marie de Brabant, qui lui donne 3 enfants, Louis, Marguerite et Blanche. Oui, apparemment l'inspiration était en vacances quand il a fallu choisir les prénoms des enfants royaux. Philippe III est roi de France de 1270 à 1285. Il n'a pas mené singulièrement plus de campagnes militaires que ses prédécesseurs, celles-ci n'ont pas été particulièrement éclatantes et les chroniqueurs ne nous ont pas spécialement rapporté l'image d'un roi farouche ou prompt au combat. Pourtant, par les voies mystérieuses propres à elle seule, l'histoire a décidé de lui conférer le surnom de Hardi, qui a l'avantage d'être passe-partout et un minimum élogieux. Les chroniqueurs ne nous ont laissé que peu d'informations sur la personnalité de Philippe III. Il n'existe que très peu d'anecdotes à son sujet et il faut bien se l'avouer, coincé entre Saint-Louis et Philippe le Bel et sans événement hautement marquant pour le faire un peu ressortir, le pauvre est oublié par l'histoire. Mais une facette de sa personnalité nous est parvenue, son goût prononcé pour l'habillement et les vêtements coûteux. Philippe le Hardi est donc l'occasion parfaite pour parler de la mode au XIIIe siècle. Pour les gens du peuple, la façon de s'habiller est très semblable à celle qui avait cours sous les Mérovingiens et même sous les Gallo-romains. Des braies pour les jambes, parfois serrées aux chevilles, une tunique pour le corps et pour se protéger la tête, la fameuse cucule, ce capuchon que les moines portent très bien dans l'imaginaire collectif. Les femmes, quant à elles, portent la cotte, une robe en lin ou en laine de coupe droite. Dans la bonne société, bourgeois et nobles, c'est une autre paire de manches. On porte des robes longues en laine ou même en soie. Le couvre-chef typique du XIIIe siècle et du début du XIVe, c'est le chaperon, un capuchon terminé par un fourreau de tissu très long qu'on enroule à son gré autour de sa tête et de son cou. Pour les femmes, un couvre-chef distinctif de cette époque est le touré, une coiffe ronde retenue sur la tête par la barbette, une bande de tissu passant sous le menton. C'est d'ailleurs sous Philippe III que les chausses commencent à apparaître. Vous savez, ce vêtement pour les jambes très moulant que l'on retrouvera pendant encore longtemps. C'est aussi là que les nobles, pour se démarquer des riches bourgeois qui essayent de s'habiller comme eux, se mettent à afficher leurs armoiries sur leurs surcots, donnant ces habits blasonnés, écartelés ou en damier. De retour en France après la 8e croisade, Philippe est couronné roi à Reims en 1271. Il apprend alors la mort de maladie d'Alphonse de Poitiers et de sa femme, à quelques jours d'intervalle. N'ayant pas d'héritier, les règles des apanages sont claires et Philippe III récupère les terres de son oncle, le comté de Toulouse, le Poitou et le comté d'Auvergne.
Inquiets de l'enracinement du roi de France si près d'eux, les comtes de Foix et d'Armagnac se rebiffent en 1272. Philippe III appelle l'hoste royal contre eux et ils se soumettent. La mort d'Alphonse de Poitiers a une autre conséquence. Lorsque le comte de Toulouse Raymond VII avait dû signer le traité de Mauparis, le marquisat de Provence lui avait été enlevé pour passer au pape. Sauf que, de fait, le territoire continuait d'être gouverné par la France à travers le comte de Toulouse, parce que quand même, flemme de filer un territoire. En 1274, Philippe III, qui a raflé toutes les terres d'Alphonse de Poitiers, renomme le marquisat de Provence en comtat vénessin et le donne au pape, cette fois pour de bon. Et puis, il se trouve que Jeanne, la femme d'Alphonse, était en famille avec Richard Cœur de Lion, et en vertu d'un ancien traité signé sous Saint-Louis, sa mort sans héritier signifiait le retour de la Saintonge, un morceau du Poitou, dans le domaine du roi d'Angleterre. Par le traité d'Amiens de 1279, Philippe III accède à la demande du roi d'Angleterre Édouard Ier et lui cède la Saintonge. En 1283, Pierre d'Alençon, le frère de Philippe III, meurt sans héritier et le roi récupère ses terres, les comtés d'Alençon et du Perche. En 1284, il s'occupe de la descendance de son héritier, le jeune Philippe de France, et il le marie à la reine Jeanne de Navarre, qui se trouve être aussi la comtesse de Champagne. Et oui, vous vous souvenez de Thibaut de Champagne, qui avait joué un rôle important lors de la minorité de Saint-Louis? Eh bien, en 1234, la mort de son oncle Sanchez VII lui offre la couronne de Navarre, et c'est ainsi que pendant 50 ans, les comtes de Champagne ont été rois de Navarre. Désormais, Philippe et Jeanne sont conjointement rois et reines de Navarre et comtes et comtesses de Champagne, et ces deux territoires entrent dans le giron de l'administration royale française. Mais assez de mariage, il est temps de revenir au côté hardi de Philippe. On avait vu que Pierre d'Aragon avait bien profité des vêpres siciliennes, puisqu'il a débarqué en Sicile et s'est fait proclamer roi de l'île aux dépens des comtes d'Anjou. En représailles, le pape, qui n'aime pas trop voir ses champions malmenés, excommunie Pierre III d'Aragon, ce qui permet à Philippe III de lancer une croisade contre le royaume d'Aragon en 1284. La croisade s'achève par la défaite française au col de Panissard alors que l'armée rentrait en France. Le roi Philippe atteint Perpignan et c'est là qu'il s'éteint. Philippe III meurt le 5 octobre 1285 à l'âge de 40 ans.